Merci à tous et à toutes d'être venus et d'avoir répondu présent à l'invitation à la conférence de François Laurin. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore François Laurin, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui découvrent 1, 2, 3, 4. Tu es Théophile? Oui. Bon. Je découvre. On découvre toujours. Voilà, François Laurin est un des premiers élèves de Daisy Kasher, qui s'est rendu en Inde dans les années 60 pour suivre son enseignement. C'est une des personnes avec Claude Maréchal, Peter Erstach, Bernard Bonchot ou encore Martin Nill, Laurence Maman, et d'autres qui ont fait découvrir l'enseignement de Daisy Kasher en France, qui ont contribué à faire découvrir son enseignement. Excusez-moi. Moi, j'ai une pensée à éteindre le lien. Pour une fois. Alors, donc François est un formateur reconnu. Il a formé de nombreux enseignants de yoga. Il continue à former d'ailleurs des enseignants, à faire des stages, des cours individuels. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que François et moi avons démarré une formation à Toulouse en janvier 2023 pour approfondir le yoga et former des enseignants de yoga. François, au-delà d'avoir suivi l'enseignement de Daisy Kasher, on peut dire que François est également un chercheur qui s'est inspiré de différents courants, notamment auprès de Krishnamurti, enfin même si tu connaissais Krishnamurti, même si tu connaissais Krishnamurti avant de découvrir Daisy Kasher. Tu as été influencé aussi peut-être par Stéphane Jourdain, Douglas Harding. Vous êtes influencés mutuellement. Richard Moss, voilà. Richard Moss, donc c'est pas uniquement l'enseignement de TKV Daisy Kasher, on va dire que c'est cet enseignement, mais qui a été aussi teinté de différentes influences. Et dans le mot chercheur, il y a aussi la recherche personnelle, l'investigation. Ça, c'est aussi quelque chose qui cultive et qui invite les enseignants qu'il a formés à cultiver. Voilà, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci de nous accueillir dans cette salle, Cyril. Et merci à chacune et à chacun d'être là. Alors j'espère que ce sera un dialogue aussi, pas seulement une causerie. Enfin, j'ai quand même lancé, à partir du thème, à partir du mot qui est le début de la présentation de ce thème, le mot de dukkha en sanskrit qui signifie spécifiquement un trou, une cavité, et ça c'est le mot kha, et avec le préfixe dukh qui signifie mauvais, un mauvais espace. C'est ça qu'il s'agirait de transformer, ou à quoi on devrait réussir à s'échapper. Alors c'est mal traduit par souffrance, parce que c'est plus que la souffrance, peut-être, c'est plus que la douleur, plus que la souffrance, c'est quelque chose de la nature du mal-être. Mais en français, le bien-être, c'est assez mesquin, enfin, c'est assez médiocre comme expression, le bien-être, chercher le bien-être, c'est pas glamour. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on a proposé dans le yoga, mais aussi dans la vie du Bouddha, qu'il s'agissait d'aller au-delà de ce mal-être? Ça doit nous faire nous poser à nous-mêmes la question, est-ce que c'est vraiment possible d'abord? Est-ce que la destinée humaine, et pas seulement humaine, mais aussi de toutes les espèces vivantes, n'est pas de, justement, avoir à traverser des périodes où on se sent étouffé, on se sent contraint, on se sent désespéré, on se sent dans une situation de mal-être.
en ce moment, moi, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui m'habite, le mal-être. Mais ça m'a déjà habité, comme je pense chacun d'entre vous, et que donc la question suivante, c'est est-ce qu'il y a vraiment un chemin qui permet de sortir de ce mal-être d'une manière définitive? Parce que, heureusement, le mal-être ne nous accompagne pas tout le temps. Il y a des périodes bien heureuses qu'on aimerait voir durer, mais qu'on sait par expérience que ça va changer, ça ne va pas durer. Et donc la question qui a été soulevée dans le thème, c'est, enfin ou plus exactement l'affirmation, c'est est-ce que ce qui est devenu le yoga aujourd'hui en Occident, c'est-à-dire essentiellement une approche posturale, respiratoire, éventuellement de relaxation et éventuellement même de méditation, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est la base? Est-ce que c'est la fondation? Ou est-ce que c'est une mode qui correspond à un besoin en Occident? Anecdotiquement, je pourrais dire que la première fois que je me suis rendu en Inde, j'avais commencé à pratiquer le yoga seul avec des livres en France. Quand je suis arrivé en Inde, les gens évidemment sont curieux, surtout à l'époque, c'était en 63, de voir un blanc arriver en Inde en voiture, me poser la question, qu'est-ce que vous venez foutre ici? Je leur disais, bah, c'est le yoga qui m'intéresse. Ils disaient, le yoga, oui, la méditation. Je disais, oui, la méditation, mais aussi le travail postural, respiratoire. Et ils haussaient les épaules, l'air de dire, ah, encore un débile. Encore un qui arrive ici, qui n'a rien compris. Pourtant, à l'époque, il n'y en avait pas tellement des blancs. Si, il y avait déjà la génération beatnik, avant les hippies. Il y avait pas mal d'Américains qui se baladaient sur les routes en Inde, mais manifestement, leur intérêt, c'était pas tellement postural ou respiratoire. Mais enfin, voilà, il y avait une image très négative, alors qu'aujourd'hui, en Inde, en boomerang, revenu des États-Unis et d'Europe, le yoga postural et respiratoire, on trouve à tous les coins de rue, d'une qualité relativement discutable souvent. Donc, partons de là, parce que c'est quand même, la plupart d'entre nous, je pense, ont commencé comme ça. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. J'ai commencé par un travail postural et respiratoire à partir de livres. Il y a quand même indéniablement un effet. Il y a indéniablement un effet positif dans la mesure où on commence à réaliser que, au-delà des idées qu'on a, il y a une réalité sensible à laquelle, ou de laquelle on a peut-être été coupé par l'éducation qu'on a reçue, ici en Occident, en France en particulier, et que de revenir dans une plus grande intimité avec cette relation à soi-même qui n'est pas conceptuelle, qui est sensible, ça élargit l'espace intérieur en tout cas. On est moins contraint, à condition d'aborder les postures sur un mode non compétitif, sur un mode non acrobatique, sur un mode intelligent. Ça demande d'avoir une approche intelligente de ce travail postural et respiratoire, et c'est ce qui m'a séduit, moi, quand j'ai rencontré pour la première fois un enseignement qui, à travers une autre personne, venait de Deshikachar et qui m'a fait prendre la route de l'Inde pour, pendant 17 années consécutives, m'y rendre soit longtemps, soit brièvement ensuite, pour continuer à approfondir ce yoga. Mais un jour, j'ai dit à Deshikachar, mais ce que vous enseignez, ça ne conduira jamais à la libération, qui est l'objectif ultime du yoga, moksha. Il a haussé les épaules, il a souri, il m'a dit, vous n'en savez rien, attendez, on verra. Bon, j'ai attendu longtemps, hein, ça fait quelques années, depuis 1966, la première fois où je suis allé en Inde pour travailler avec lui. Et mon opinion intime n'a pas changé. Je ne pense pas qu'un travail postural et respiratoire suffise. Il y a autre chose qui est requis, et cette autre chose, il est défini dans la démarche de yoga. L'élément central de l'être humain, celui qui fait basculer d'un côté ou de l'autre,
dans les termes sanskrits, c'est ce qu'on appelle la bouddha, terme dérivé du verbe boudh qui veut dire s'éveiller, donc qui a donné le Bouddha, l'éveillé. Et cette faculté d'éveil en soi n'est pas de la nature du corps, n'est pas non plus de la nature du principe spirituel qui serait notre nature ultime, mais qui est la pointe acérée de notre intelligence qui doit nous permettre de distinguer le vrai du faux, qui nous permet de distinguer ce qui est de la nature du fluctuant, du changeant, de l'instable, de ce qui est stable, durable, pour ne pas dire éternel. Et c'est cet instrument qu'il s'agit d'affiner, ou de libérer plutôt, parce que c'est pas tant que l'instrument soit grossier en soi, mais c'est que c'est pas l'instrument que l'éducation, ni ici en Occident, ni en Extrême-Orient ou en Orient, c'est pas cet outil-là que l'éducation vise à développer, parce que c'est un outil révolutionnaire. C'est quelque chose qui fait qui nous fait remettre en question les valeurs collectives, les valeurs de la société, qui sont, il faut bien le dire, des valeurs animales de reproduction, de perpétuation de ce qui est, de continuation de ce qui est, de survie de l'espèce, et quelque chose qui est à la fois naturel et nécessaire, mais qui est en même temps la source même du mal-être, parce que ça nous enferme dans quelque chose d'extrêmement limitatif. Alors, l'Inde n'échappe pas à ça, parce que par exemple, parmi les élèves européens des Shikachar, il y en a qu'un qui a tenu bon sur l'injonction « il ne faut pas divorcer ». C'est quelqu'un qui tient bon parce qu'il pense que ce qui est important, c'est d'obéir à la règle. La plupart des autres élèves européens, moi inclus bien sûr, on a tous trahi cette nécessité de rester avec la même personne tout au long de sa vie, parce que c'était ce que les Shikachar recommandaient en disant, vous savez, vous ne changerez rien en changeant. Ce qui n'est pas complètement faux, mais qui doit venir de l'intelligence et non pas d'une obligation ou d'une contrainte. Donc ça, c'est juste un exemple. Alors, quand je regarde cet outil en moi de l'intelligence, je vois qu'elle a fort à faire pour se défaire du passé. Et la première indication qui est donnée dans le Yoga Sutra, qui est un peu la Bible du yoga pour nous élèves de Shikachar, c'est pas le seul texte fondateur du yoga. D'ailleurs, le yoga n'est pas fondé par des textes, il est antérieur à tous les textes. Cette démarche de recherche, le terme recherche est un peu ambigu aussi. C'est pas une recherche, c'est une poussée. Il y a quelque chose qui pousse en soi, un peu comme une femme qui va accoucher, elle a beau pas vouloir pousser, elle est obligée de pousser parce que ça doit sortir à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est ça une recherche? C'est pas comme ça qu'on pense le mot recherche en Occident. La recherche, c'est quelque chose qui serait plutôt conceptuel, intellectuel. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose qui pousse de l'intérieur et qui fait que ce qui satisfaisait ou qui satisfait, enfin, disons qui satisfait le commun des mortels et qui satisfaisait jusqu'à un certain point et pendant un certain temps l'individu que je suis, prenez-le pour vous aussi, devient de plus en plus sans saveur, ou même prend une saveur détestable parce qu'on se sent de plus en plus prisonnier de quelque chose dont on aimerait pouvoir sortir sans y parvenir. Peut-être parce qu'on ne regarde pas au bon endroit. En tout cas, dans le Yoga Sutra, ce qui est dit, je vais directement à l'essentiel, hein, je ne vais pas passer par les méandres secondaires, mais je prends les trois fins de chapitre, fin du premier chapitre, fin du troisième chapitre, fin du quatrième chapitre. Je mets de côté le second chapitre parce que la fin du second chapitre n'est pas en relation avec le thème fondamental du yoga qui est la libération. Dans le premier chapitre, ce qu'on nous dit, enfin je m'arrête sur ce point-là, un aphorisme, un sutra, dit
Alors sutra, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, le mot signifie un fil conducteur, le fil d'un collier, comme on dit aussi, c'est-à-dire le fil qui est caché derrière, sous les perles. On voit les perles, on peut comprendre une perle, on peut voir, apprécier une autre perle, mais ce qui est difficile à saisir, c'est le fil qui les réunit tous. Donc un sutra, ça n'est qu'un élément d'un tout. Et moi, je vais directement à la fin donc, du collier, en quelque sorte. Mais, parce que je pense que développer l'intelligence, c'est pas en commençant par l'alphabet. L'alphabet, c'est bien pour apprendre une langue, pour apprendre à écrire. Mais l'intelligence humaine est capable d'aller directement plus loin que ça. Donc c'est à ça que je vous invite en disant ce que je vais dire maintenant. Le sutra en question nous dit que la condition préalable, c'est, alors je ne sais pas le terme exact que je vais employer, mais c'est l'idée de purification, de nettoyage de la mémoire. Parce que le yoga, c'est jamais ni dans le futur, ni dans le passé. La libération, c'est jamais demain, ni hier, c'est maintenant, ou jamais. Et ça, nous portons tous accumulés, alors qu'on soit en Occident ou en Inde, c'est pareil de ce point de vue, beaucoup de poids. Et ce poids, il ne remonte pas à la naissance, il ne remonte pas à soi-disant des vies antérieures, il remonte au début de l'histoire de l'humanité, en fait. Au moment où l'humanité était encore dans les limbes, en quelque sorte, et avait à se débattre contre des monstres, en termes de survie, bien plus puissants, bien plus rapides, bien plus dangereux. Et donc, la peur fondamentale qui correspond à la notion de survie, parce que pour survivre, il faut écouter sa peur, il faut savoir courir au bon moment, ou s'armer des armes adéquates pour lutter contre le danger. Cette peur, elle est là dans nos entrailles depuis l'aube de l'humanité. C'est une compagne qu'on cherche à mettre de côté, et pourtant c'est notre guide fondamental. C'est ce qui nous permet de continuer à exister. Donc, nettoyer le passé, c'est aussi aller au-delà de la peur. J'espère que vous me poserez la question comment on fait pour aller au-delà de la peur, et j'espère surtout que vous me donnerez la réponse. Mais c'est un point fondamental. Donc, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'il faut confronter le fait que notre existence est très limitée dans le temps, et que le moment de la fin, nous l'ignorerons jusqu'au moment de la fin. Même si un médecin vous dit que vous avez 2 ans à vivre, ou 2 mois à vivre, il y a des gens qui ont survécu longtemps après, et d'autres qui sont morts avant. Personne ne sait vraiment à quel moment la mort vient frapper à la porte. Donc ça, c'est une première chose à avoir constamment à l'esprit, quelque part. Pas d'une manière consciente, mais avoir accepté le fait de notre passage très rapide sur cette planète, et que le temps est compté. La poussée est d'autant plus forte qu'on est conscient de ça. Si on n'en est pas conscient, on peut se dire on peut attendre demain, on peut attendre après-demain, on peut attendre 1 mois, 1 an. C'est pas encore le moment. Mais si on est conscient de ça, il y a comme une urgence. Et cette urgence, elle est nécessaire. Donc, ça n'est seulement que quand la mémoire a été nettoyée ou purifiée, dit le sutra en question, que c'est comme si l'esprit était vidé, enfin l'esprit, c'est pas le bon terme, comme si la pensée, la mémoire, donc la pensée, était vidée de sa propre forme, et que seule la splendeur du fait subsiste. Le mot artha en sanskrit signifie à plusieurs sens, raison d'être, fait, un fait, je ne sais pas si on dit un fait ou un fait, quelque chose qui n'est pas de la nature de l'idée ou de la pensée. Un arbre est un fait. Un fait. Comment on dit? Fait ou fait? Fait. Un fait. Le fait, oui, c'est le sommet du toit. Et la nature, elle est
indéniablement, concrètement existante, au-delà des idées qu'on en a. Mais l'idée, elle vient se greffer sur le fait et elle prend toute la place. Et c'est normal parce que c'est l'outil de survie majeur de l'espèce humaine que la pensée. C'est grâce à elle que nous avons créé des fosses dans lesquelles les mammouths sont venus s'empaler et on a pu manger du mammouth à outrance au moment où c'était la disette. C'est ainsi qu'on a maîtrisé le feu par l'observation et puis la pensée qui a permis de rationnellement se servir de cet extraordinaire phénomène naturel, le maîtriser, de gagner donc sur les animaux qui mangent cru du temps. Le cerveau a pu se développer, etc. Donc l'évolution humaine, en termes de développement du cerveau, du système nerveux, du système hormonal, tout ça a pu prendre place. Mais en même temps, on a hérité de cette plaie, de l'instinct de domination sur la nature. On a créé une séparation supplémentaire. Je parlerai de la séparation fondamentale ensuite. Une séparation supplémentaire à celle qui est fondamentale, qui est séparée de la nature. Alors que sur le plan de l'incarnation, de ce corps-esprit que nous sommes chacun d'entre nous, indéniablement, nous faisons partie de ce tout et nous devrions en faire partie d'une manière respectueuse, alors que nous avons cru que la solution, c'était de dominer, de vaincre, de maîtriser, on va dire plutôt. Mais la séparation fondamentale, elle se situe à un autre niveau. C'est lorsque Patanjali, donc l'auteur du Yoga Sutra, dit alors seulement c'est comme si la pensée était vidée de sa forme. C'est-à-dire comme si cet outil qui nous a permis de dominer le monde, l'environnement en tout cas, avait perdu sa suprématie et avait rendu la première place à quelque chose d'autre qu'elle-même. Ce quelque chose d'autre qu'elle-même, c'est quoi? Quelle est la différence entre penser et voir? En anglais, il y a ce terme extraordinaire qui n'a malheureusement pas de traduction en français, insight, vision pénétrante, vision immédiate, vision sans intermédiaire. La pensée est toujours un intermédiaire. Et la vision directe, c'est quelque chose qui nous échappe tout le temps dès qu'on n'est pas conscient qu'au lieu de voir, on pense. Donc ce chemin du penser vers le voir, c'est une des propositions fondamentales que le yoga nous donne à expérimenter, parce que le yoga, avant tout, c'est action. Je fais un petit peu un saut là, l'action. Que ça soit l'action sur des tapis, comme il y a caché là derrière les rideaux, quand on est sur le sol et qu'on pratique des postures, que ça soit l'action de l'étude, que ça soit quelque action que ce soit, l'action c'est toujours maintenant, c'est toujours dans l'instant présent. Et malheureusement, nos actions sont extraordinairement alourdies et conditionnées par le passé. Nous fonctionnons avec des conditionnements dont nous sommes ou pas conscients, mais même quand nous en devenons conscients, ce n'est pas pour autant qu'on en est libéré. Et donc la démarche va consister à devenir de plus en plus conscient de ces conditionnements et de se poser ensuite la question de comment se libérer des conditionnements. Se libérer des conditionnements. La question se pose: qui va se libérer des conditionnements? Parce que la personne qui se pose la question est elle-même issue du conditionnement. Le sentiment d'être à moi séparé, en l'occurrence ici un personnage nommé François, qui serait différent du personnage qui est en face
de lui ou d'elle. Ce conditionnement de séparation fondamentale, il est qualifié dans le Yoga Sutra d'une erreur. C'est une erreur que nous avons commise, nous les humains, de croire que même si biologiquement, physiologiquement, organiquement, corporellement, nous sommes différents les uns des autres, certains sont du sexe masculin, d'autres du sexe féminin, maintenant il y a encore d'autres catégories nouvelles qui s'installent. Certains sont grands, d'autres sont petits, certains sont maigres, d'autres sont gros, certains sont blancs, d'autres sont bruns ou jaunes. Ces différences-là existent, mais au niveau de ce que nous sentons être notre centre, qui est la notion d'être un moi séparé, cette notion n'a pas de raison d'être. Et pourtant, cette notion non seulement a pris le pas sur toutes les autres, mais se répand comme un cancer sur toute la planète, même dans les cultures qui en étaient plus ou moins dépourvues, ou en tout cas en ayant une notion d'identité plus globale, plus tribale, ce qui en soi n'est pas meilleur d'ailleurs, parce que c'est toujours une notion de séparation, c'est ma tribu contre la tienne, par extension c'est ma nation contre la tienne, par extension encore c'est ma culture contre la tienne, par extension encore c'est ma religion contre la tienne, et là on est dans le monde d'aujourd'hui, qui est le monde d'hier aussi, mais qui est aggravé aujourd'hui par le fait que, toujours avec cet outil de la pensée, de l'intelligence rationnelle, l'être humain a développé des armes et des stratégies qui n'existaient pas et qui nous mettent tous en péril, sans doute, on ne sait pas. C'est une pensée. Ce n'est pas une vision, parce que la vision aura lieu le moment où ça va vraiment péter. Si ça pète totalement, la solution sera de le voir, mais en même temps, ça sera l'incapacité d'y échapper, en quelque sorte. Et tant mieux. Si l'espèce humaine disparaît, ce n'est pas un grand mal, il faut le dire, pour le reste des espèces. Mais enfin, on n'en est pas là encore. Donc, cette poussée intérieure, qui est peut-être chez vous aussi, enfin, qui me semble fondamentale, elle nous invite à regarder ce processus par lequel l'être humain a créé cette division, alors qu'on va qualifier de psychologique, qui est encouragée par les parents. Tu t'appelles François, tu es un garçon, il faut que tu travailles bien à l'école, etc., etc., etc. Ou tu es une fille. Alors, je ne sais pas, pour les filles, je n'ai pas le souvenir d'avoir été fille dans une vie antérieure, donc je ne sais pas exactement ce qu'on vous a dit, mais on vous a dit des choses, certainement. Et on pose son existence sur cette notion d'être un individu psychologique, alors qu'on est une action. Chacun d'entre nous est un acteur, ou un actif, ou un agissant, je dirais plutôt, qui doit se laisser porter par l'énergie qui l'habite, au-delà des incomplétudes du personnage. Parce que, évidemment, à partir du moment où on pense qu'on est un moi séparé, on est sous le regard d'autres moi séparés, chacun d'entre eux jugeant, comparant et décidant celui-là il est bon, celui-là il est mauvais, celui-là il est méchant, celui-là il est gentil, celui-là il est compétent, celui-là il est incompétent. Il y a un mélange de genres entre la dimension efficace qu'il ne faut pas nier. Si vous avez appris à conduire, j'espère que vous n'êtes pas comme ça au volant, terrorisé. J'espère que vous avez appris à conduire, décontracté et vigilant en même temps. Parce qu'il n'y a pas de vigilance si on est contracté. Si on est contracté, on est dans un espace totalement tordu et on est un danger pour soi et pour les autres. Mais si on est détendu, on a à notre disposition cet organisme extraordinaire qui agit au quart de seconde
pour éviter l'accident, pour éviter la connerie de l'autre, etc. Et cette manière de conduire-là, ça s'acquiert, c'est un apprentissage. Cet apprentissage, il est pollué par l'existence du personnage séparé, qui est constamment en train de s'évaluer, de se diminuer ou de se survaloriser. Je suis le meilleur, donc je crase mon champignon, je ne laisse aucune place pour les autres et je fonce droit devant. Les deux sont aussi catastrophiques l'un que l'autre. Je prends l'exemple de la conduite parce qu'aujourd'hui j'ai fait la route Lyon-Ça à Toulouse et c'est une longue route. Donc j'ai eu le temps d'y réfléchir en même temps, enfin de me dire que ça avait à voir avec le thème de Dukkha. Et donc il y a des apprentissages qui sont requis pour être un agissant dans ce monde qui est devenu très complexe et où on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut l'action juste instantanément. Cette action juste instantanément, elle est portée par l'énergie qui est en nous, et cette énergie qui est en nous, elle ne doit pas être, comment dire, contrainte par des conditionnements éducationnels, familiaux, généalogiques, et c'est là où le sutra prend tout son sens, la purification de la mémoire, c'est-à-dire le nettoyage du passé, c'est-à-dire mettre tout ça de côté instantanément, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de possibilité de mettre tout ça de côté progressivement, parce que progressivement, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on met de côté quelque chose, on en accumule encore. D'une autre manière, pas nécessairement meilleure. Donc de ce point de vue, nous n'avons pas de temps devant nous. Et le problème, alors je fais un saut dans le retour des postures et tout ça, le problème de la pratique posturale et respiratoire, c'est que ça donne le sentiment qu'il y a un temps, parce qu'effectivement, au niveau, admettons, prenons le cas de la souplesse, il y a une progression. On est raide. Si on agit avec intelligence, si on a un enseignant intelligent aussi, petit à petit, on s'aperçoit que les limites du corps se dilatent, ce qui était crispé et tendu se détend, et on a le sentiment de progresser. Au niveau respiratoire, au début, respirer, oui, je respire, oui, mais vous voyez combien vous respirez à ça de votre capacité. Ah, alors j'ai essayé, et puis c'est pas en essayant vraiment qu'on y arrive, c'est en continuant à pratiquer, et à un moment, tiens, ah, ça s'ouvre. Un espace intérieur qui s'ouvre. Une respiration qui devient beaucoup plus vaste. Ah, j'ai progressé. À ce niveau-là, oui, il y a un progrès. Mais au niveau psychologique, il n'y a pas de progrès. On reste aussi con qu'on l'est du début à la fin. C'est-à-dire, on reste toujours enfermé dans le personnage. On essaye d'être un personnage un peu moins ou un peu plus libre, un peu moins ligoté, mais ça n'enlève pas la qualité d'être identifié à quelque chose qui n'existe pas. Ah, est-ce que vous avez réalisé ça, que vous n'existez pas en tant que personnage? En tant que personnage, en tant que moi, c'est pareil. En tant que moi, François, je n'existe que virtuellement. Tu n'existes que virtuellement. C'est un ensemble de mémoires, d'idées, de savoir-faire, tout ça mélangé, qui fait que, voilà, je suis ce personnage. Que je sois ce corps-là et pas le corps de quelqu'un d'autre, c'est une évidence. On ne peut pas remettre en question, même si nous sommes tous reliés au niveau corporel par l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, etc., etc., etc. Mais ça, c'est pas là où se situe le problème. Le problème se situe au niveau de ce que le yoga appelle le processus d'identification, le sarupyam, prendre la forme de, s'identifier à une forme, croire que je suis cette forme,
que je suis cet ensemble de formes, parce qu'il n'y a pas que la forme physique, il n'y a pas que la forme psychologique, il n'y a pas que la forme conceptuelle, il y a toutes sortes de formes qui s'agglomèrent. Je suis membre de ce club de foot. Non, pas moi, mais enfin je dis ça. Je suis membre de ce club de pétanque. Je suis membre de cette famille. Je suis membre de ce couple. Je suis père de ces enfants ou mère de ces enfants. Le processus d'identification est à l'œuvre à tous les niveaux et il est bienséant pour la société. Il est utile pour la société. La société réclame que nous soyons complètement identifiés à ce processus, parce que la société est fondée sur une éducation qui va rendre nos enfants des poulons de la grande machine qui doit fonctionner pour que les plus riches s'enrichissent et les plus pauvres s'appauvrissent. Depuis l'aube des temps, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été le cas. Si vous voulez faire partie de ce jeu, c'est bien, continuez, mais c'est pas à ça que le yoga nous invite. Il nous invite à nous libérer de ce processus, de s'affranchir de ce processus, et pas d'une manière violente, parce qu'on ne parvient jamais à s'en affranchir par la révolution. La révolution ne fait que transposer la même chose avec d'autres acteurs. Il n'y a qu'à voir toutes les révolutions qui ont eu lieu. Il y a sûrement des progrès sur le plan social à certains moments, mais ces progrès sont exploités à nouveau par tous ceux et toutes celles prisonniers et prisonnières du processus d'identification. Donc fondamentalement, ce que le yoga propose, c'est de regarder à quel point nous sommes identifiés, comment nous sommes identifiés, à le voir dans toute sa splendeur, si je puis dire, parce que c'est le point de départ de la possibilité de libération. C'est de voir, et de voir, et de voir, et le voyant, on devient agissant. Tant que c'est un concept, une idée, et là j'utilise des mots, donc je transmets des concepts, bien sûr vous encombre. Si vous arrêtez au mot, je vous encombre. Mais si vous essayez de sentir ce qui est au-delà des mots, c'est une invitation à sortir de ce processus. Et on en sort instantanément, mais on doit revenir constamment dans ce processus d'en sortir, parce que la colle du passé, c'est bien plus fort que toutes les colles qui ont été inventées, qui sont soi-disant, vous savez, vous mettez deux produits ensemble, puis après vous ne pouvez plus décoller les choses, c'est rien à côté. C'est une colle bien plus forte, qui nous tient comme ça. Donc, on sépare les deux composants, ah, ça y est, je respire, et paf, ils reviennent. Ah, oh, ah, oh, ah, mais voilà, c'est un peu ça, quoi, si vous avez fait l'expérience. Mais en même temps, ça passe par là. Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci. C'est à ceux qui vous vendent du raccourci, méfiez-vous. Ce qui ne veut pas dire que ça va prendre des plombes. Ça veut dire que la poussée doit être plus forte, la poussée libératrice doit être plus forte que le cumul des siècles et des générations. Vous voyez un peu l'ampleur. Parce que vous pouvez remonter, soi-disant, remonter dans vos vies antérieures autant que vous voulez, c'est pas ça qui va vous conduire à la libération. La libération, c'est sortir du... Alors, j'aime bien l'expression qui a été donnée à la fois en Inde et d'une façon plus contemporaine par Krishnamurti, l'idée du fleuve, hein, le samsara, qui est surtout chez les bouddhistes, mais aussi chez les hindous. C'est samsri, ça veut dire couler ensemble. On coule comme une rivière, emporté par la rivière de la conscience humaine ordinaire qui
se perpétue de génération en génération, avec comme projet de maintenir la survie de l'espèce comme étant l'objectif fondamental de l'existence, donc acquérir de préférence une maison avec un petit jardin et une piscine, de préférence une voiture maintenant électrique ou hybride, c'est encore mieux, et d'acquérir pour avoir le sentiment qu'en se protégeant ainsi, on va pouvoir perpétuer l'espèce. On ne se le dit pas comme ça, mais quand même nos enfants, ils sont autrement intéressants que ceux des autres. C'est quand même eux dont on a envie de s'occuper, prioritairement. Parce que eux, c'est la chair de notre chair, c'est le sang de notre sang. Donc on a envie qu'ils aillent le plus loin possible. Et en fait, ce faisant, on tourne le dos à ce qui est essentiel, qui est cet affranchissement nécessaire de tout ce poids. Ça ne veut pas dire qu'on va les mettre à la rue ou qu'on va les négliger, non. Mais on va les voir autrement. On ne va pas les voir comme la chair de ma chair, le sang de mon sang. On va les voir comme un être humain, comme les autres êtres humains, qui ploient sous le poids du passé et qui sont en grand besoin de s'en libérer. Quand je regarde en tant que père ce que j'ai fait avec mes enfants, je ne suis pas fier. Parce que je ne crois pas que je les ai vraiment amenés à prendre conscience de ça. Pas vraiment. Mais je ne crois pas que je les ai trop alourdis de ce poids du passé à travers mon comportement. Parce que c'est surtout une question de comportement plus qu'une question de parole quand on est parent. Et donc cette invitation à s'affranchir du passé ne peut se faire que maintenant et se refaire que maintenant et se refaire et refaire et refaire tant que ça revient, la colle revient. Et évidemment, dans cette société contemporaine très artificielle, la colle a pris une ampleur encore plus grande peut-être, et encore c'est discutable ça, parce que aller dans les campagnes, aller dans les pays où la société moderne n'est pas encore entrée, on trouve une colle aussi forte. Elle a d'autres formes, mais elle est aussi puissante. Les traditions, l'animosité envers l'étranger, la peur de l'étranger, la peur de celui qui vient du village voisin, je ne sais pas ce qu'il va faire. Ça existe partout. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, et je continue à développer, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions urgentes ou brûlantes dans ce que je dis. Parce que je peux continuer comme ça, je ne fais pas trop attention à où on en est, mais ça fait presque une heure. J'ai quand même développé le second point. Le troisième chapitre nous dit que l'être humain est affranchi lorsque son intelligence est devenue aussi limpide que sa nature profonde, qui est nature... Alors le mot spirituel est ambigu. Le mot utilisé dans le Yoga Sutra me convient parfaitement, il est pure vision. L'être humain est pure vision, il est seulement voyant. Il n'est pas pensant. Le côté pensée de l'être humain, c'est encore une fois l'outil de survie qui a été développé par cette espèce si fragile au sein d'une nature hostile. Mais sa nature fondamentale, c'est d'être pur voyant ou pure vision, comme vous voulez. Voir instantanément, c'est la meilleure garantie de survie, mais ça, l'être humain l'a pas su attendre. Il a développé un autre outil de survie qui est beaucoup plus problématique, qui est celui de la pensée. Voir le danger, comme le disait aussi Krishnamurti, c'est comme si vous étiez dans cette pièce avec un cobra. Bon, vous n'avez sans doute pas rencontré beaucoup de cobras dans votre vie, moi non plus, mais par contre avec Jocelyne, on était au Costa Rica et il y a le terciopelo. C'est un tout petit serpent qu'on appelle peau de velours. Si vous pique, vous mourrez dans l'heure qui suit, à moins d'avoir un antidote. Et les hôpitaux, ils ne sont pas juste à côté. Donc, ça demande de la présence d'esprit.
Ça demande d'être vigilant, ça demande de voir les choses, de ne pas marcher par hasard juste à côté d'un terciopelo, surtout en sandales, comme c'était le cas quand on se baladait avec le fils de Jocelyne au Costa Rica. Il avait dit « Maman, si tu veux regarder un paysage, d'abord tu regardes à tes pieds. Ne regarde pas le paysage sans regarder d'abord à tes pieds. » Parce que ça demande cette présence. Donc, voir, c'est instantané. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, et il n'y a pas besoin non plus d'apprentissage. C'est quelque chose qui nous est donné spontanément, mais que nous perdons de plus en plus, nous les contemporains. Donc, c'est lorsque notre intelligence est aussi transparente et rapide que notre vision que l'état de solitude s'avère. Alors, l'état de solitude, le mot kaivalyam en sanskrit, ça vient d'un adjectif kevala qui veut dire isolé, solitaire. Et vous allez me dire, bah, si c'est ça l'objectif du yoga, on n'en veut pas. Eh bien pourtant si, on devrait le vouloir. Parce que la relation, la compagnie des autres, c'est pipeau. C'est pipeau dans le sens que c'est une fausse relation. C'est une relation pour se rassurer. Ouais, t'es mon pote, oui, t'es ma copine, oui, t'es ma femme, oui, t'es mon mari, oui, t'es mon amour, t'es ma chérie, t'es mon chéri. Oui. Regardez le temps que ça dure et combien de temps ça met pour devenir l'opposé, ou en tout cas la différence, ou en tout cas l'éloignement. Les histoires d'amour, les chansons d'amour, c'est très beau, mais c'est pas la libération. C'est souvent quelque chose qui resserre l'espace très vite. Donc la grandeur de l'être humain, c'est sa capacité à affronter la solitude fondamentale qui est la sienne. Mais par solitude, on n'entend pas être isolé, justement, parce que le terme isolé peut avoir le sens trompeur d'être comme un fil électrique, isolé. Le courant passe à l'intérieur, mais il n'y a rien qui passe à l'extérieur. Alors que non. La solitude, c'est le seul état dans lequel quelque chose peut émaner de l'être humain qui est de la nature de la compassion et de l'amour réel, de l'amour sans attachement. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, c'est quand même pas fréquent. Quand on dit je t'aime à condition que, seulement si tu, pourvu que non, etc. Et cet état d'amour, il est théoriquement existant puisqu'il y a des gens qui en témoignent, mais l'expérience vécue, ça peut être fugitif, tant mieux si vous l'avez ressenti, mais tant qu'on est dans le besoin de l'autre, c'est exclu. C'est totalement exclu, parce que dès qu'on a besoin de l'autre, on est dans une demande, donc dans une relation pervertie en termes de « je te donne si tu me donnes », « je te reçois si tu me reçois », etc. C'est un marché de dupes, la plupart du temps. Et donc, ça demande d'être suffisamment intelligent pour comprendre que notre soutien fondamental, c'est l'acceptation de notre solitude intrinsèque. Le fait que quand on cesse d'être un individu séparé et qu'on est un, on est seul. C'est une solitude partagée par tous ceux qui sont devenus un, mais cette solitude-là, elle n'est pas de la même nature que la solitude de celui qui est en manque et qui ne trouve pas quelqu'un pour remplir son manque. C'est une autre forme de solitude, il ne faut pas confondre. C'est une solitude... Alors, encore une fois, le mot spirituel est embarrassant en français, donc je ne sais pas comment le qualifier. Il y a un terme qui existe en allemand, c'est dit Einsamkeit. En allemand, Einsamkeit, c'est la solitude, c'est être un. Ah. Alors qu'il y a allein et être seul, c'est pas la oui, même chose. très bien qu'il y ait cette distinction en allemand, Jordan. Oui, le philosophe allemand, justement. Oui. Eh ben, c'est la même chose en anglais, to be alone or to be lonely. To be lonely, c'est être seul et en souffrir, et to be alone, c'est être seul. Voilà. En français, je ne sais pas si on a cette distinction. Donc, ça implique de regarder jusqu'à quel point on est enferré dans des relations qui
sont des relations de dépendance mutuelle, donc névrotiques, et comment s'en libérer, encore une fois, instantanément, même si instantanément ne veut pas dire une fois pour toutes. Attention. C'est ça qui est important de voir. C'est que, une fois pour toutes, ça n'existe pas. C'est maintenant ça arrive, puis ça n'est plus, puis c'est à nouveau, puis ça n'est plus. Et est-ce qu'éventuellement c'est définitif? Tant qu'on n'y est pas arrivé, tout ce qu'on peut dire, c'est ça y est plus, ça y est plus. Et c'est ce mouvement qui est important. Parce que si on lâche prise à un moment, on se dit oh, ça fait 10 fois, ça fait 20 fois, ça fait 100 fois, il y en a marre, je retombe dans mon marasme, tant pis, hein, mais c'est dommage. Le troisième point, et après je pense qu'on peut peut-être passer à un dialogue, ça serait mieux, c'est ce qui est dit dans la fin du 4e chapitre, où Yoga Sutra dit qu'il arrive un moment où ce qui en nous est de la nature de pure vision peut remercier le spectacle. Le spectacle, c'est tout ce qui nous arrive. Justement, cet aller-retour. J'y suis pas, j'y suis plus, j'y suis à nouveau. Tout cet encombrement, tout cet emprisonnement dans le sentiment d'être un personnage séparé qui doit mériter sa vie, qui doit faire des efforts, qui doit être à la hauteur, ou bien alors qui n'en peut plus, qui lâche prise, qui se dit après tout une balle dans la tête c'est une solution, sauf que j'ai pas de revolver. Alors qu'est-ce que je fais? Je me jette du haut d'un pont, bon, etc., etc. Tout ce spectacle-là, il a été vu pour ce qu'il est, et il cesse d'avoir de l'intérêt pour le spectateur, pour ceux-là qui voient. Ceux-là qui voient l'a vu à travers en quelque sorte. Et à ce moment-là, se révèle ce que le yoga appelle l'énergie de la conscience, Chitti Shakti, l'énergie de la conscience qui est l'ultime voyant de toutes les visions et dont la nature n'est pas, dans le Yoga Sutra en tout cas, détaillée, parce que tout simplement on ne peut pas détailler ce qui est de la nature de l'ultime conscience, ou de l'énergie de la conscience, puisque c'est le terme employé, parce que l'énergie de la conscience est antérieure à tous les outils qui permettraient d'en parler. La pensée est incapable, la parole est muette, la description est impossible, c'est du domaine de soit la réalisation, soit reste du domaine de la théorie. Mais ce qui est important dans ce sutra, c'est l'idée qu'il arrive un moment, alors il y a en fait deux moments. Il y a un premier moment, alors le terme sanskrit utilisé, mumukshutva, c'est le désir de libération, c'est-à-dire qu'on commence à sentir l'amertume du goût de la vie telle qu'elle est vécue quand on est enfermé dans les limites du personnage. Ça, c'est une première réalisation, mais elle est frustrante. On est enfermé, on veut en sortir, mais on ne sait pas comment. Et l'ultime réalisation que l'Inde appelle moksha, la libération, c'est quand effectivement on est sorti de la prison. Ces deux, comment dire, pas extrémités, parce que c'est pas l'extrémité de la vie, mais ces deux circonstances, ces deux conditions, le désir de se libérer d'une part et la réalisation réelle de la libération, peuvent, vus d'un observateur extérieur, sembler séparés par du temps. Mais le temps n'existe pas à ce point de vue. Il n'y a pas de progrès dans le temps qui ferait passer du désir de liberté à la libération. C'est quelque chose qui a toujours lieu hors du temps, plutôt que maintenant, hors du temps. Et le hors du temps, ça implique que l'intelligence a percé à jour tous les stratagèmes qui sont alors fondamentalement les stratagèmes de la pensée et du passé. Le passé n'est pas quelque chose de passif, le passé est actif, le passé se perpétue dans le présent et crée le futur constamment. C'est un cycle
Et c'est pour ça qu'on le compare à une rivière. Ah oui, je reviens à la rivière que j'ai un peu abandonnée en route. La rivière qui nous entraîne, le samsara, le samsri, ce qui nous fait couler tous ensemble dans la même direction, c'est pas, contrairement à ce que beaucoup d'hindous, de bouddhistes aussi ont enseigné, quelque chose qui est comme un courant sur lequel un individu flotte et traverse toutes sortes d'épreuves et de formes. C'est le courant global de la conscience humaine qui s'écoule depuis l'aube et depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, et qui va continuer à s'écouler dans la même direction, sauf pour celui qui en sort. C'est l'importance de sortir de ce fleuve, parce qu'à l'intérieur de ce fleuve, c'est l'écoulement de la conscience ordinaire qui nous enferme dans les paramètres que j'ai décrits et qui nous empêche de sortir éventuellement, définitivement, de ce mal-être, de cette restriction, de cet étouffement dont on peut dire que sa nature est l'incomplétude, le sentiment d'un manque, d'une part, et d'autre part la peur qui nous conditionne profondément, qui nous habite même si on n'en est pas conscient. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais partager avec vous. Peut-être que c'est trop abstrait, trop compliqué, donc vous avez maintenant la latitude de me poser toutes les questions et aucune n'est malvenue. Toute question est intelligente. Oui. Je voulais savoir tout à l'heure, tu as parlé de ce mouvement entre les deux qui est important pour la libération, donc entre l'état libéré et l'état à nouveau dans la rivière. Et je voulais savoir... C'est ça, tu vois, là c'est maintenant je suis enserré, fermé, mais il y a toujours la possibilité de s'ouvrir. Et puis il y a des facteurs qui font ça, et puis à nouveau. Donc c'est ce mouvement-là, oui. Et donc il y a ce mouvement, et donc je voulais savoir si ça correspond à une phrase que tu as dit il y a quelques années quand j'étais sur un stage, et qui m'accompagne depuis, et qui disait que le rythme est toujours plus important que la forme. Donc la forme qui sera justement le fait de rester collé, de s'identifier, et le rythme plutôt, donc ce mouvement qui peut nous libérer. Le rythme, c'est une fréquence. Et nous sommes énergie. Même si nous n'en sommes pas conscients fondamentalement, nous sommes conscients d'être lourds. Et dans nos corps et dans nos pensées par rapport à ce qui pourrait être l'idée d'une libération totale. Mais nous sommes énergie et donc nous sommes rythme. Mais si on voit la forme et on s'arrête à la forme, ben on est coincé dans quelque chose de très limité, de très lourd. Oui. J'aurais une deuxième question. Ce matin, par hasard, j'ai lu dans la Bhagavad Gita la phrase « L'action ne nous appartient pas, on l'emprunte seulement ». Et toi, tu viens de dire le yoga, c'est l'action. Oui. Mais en même temps, nous sommes l'action, mais... Pas l'acteur. La différence, c'est que, d'ailleurs, c'est ce que dit Krishna Arjuna, il dit tu crois que tu es l'acteur, c'est une erreur. Tu es agi, tu es le véhicule par lequel l'action s'accomplit, mais tu n'es pas l'acteur dans le sens Arjuna n'existe pas, je ne sais pas ton prénom, tu n'existes pas en tant qu'actrice. Tu es agi par un ensemble de forces, et plus tu deviens conscient du fait que tu es agi par ces forces, plus tu deviens ceux-là qui voient ces forces à l'œuvre. Et quand tu vois ces forces à l'œuvre, ça modifie leur manière d'être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage qui a à agir sur lui-même pour devenir compassionné, pour devenir n'importe quoi. Hein. Ça se fait tout seul, parce qu'il y a vision de la manière dont l'action se déroule d'instant en instant. Et il n'y a pas d'acte. Est-ce que c'est un peu la même chose quand on dit l'action libre, l'action juste? Ah ben oui, l'action juste, c'est certainement pas celle du personnage. L'action, le karma, qui veut dire action, c'est l'action conditionnée.
La Bhagavad Gita parle de l'inkarma, ce qui est la non-action, qui est l'action au-delà du conditionnement, qui est l'action de, alors je ne sais pas de dire de quoi, c'est très théiste, la Bhagavad Gita. Moi, je ne suis pas très enclin au théisme, je vous le dis tout de suite. Donc, quelque chose qui serait de la nature de l'action de cela qui est à l'œuvre dans l'univers, je vais dire ça comme ça, quel que soit cela. Oui. J'étais intéressé par... Il me semble que dans ce que tu dis, dans ma pratique du yoga, ce que j'ai trouvé, c'est le calme qui me permet de me retrouver moi-même, essayer de me définir moi-même. Et tu as employé souvent le terme de conscience et d'intelligence. La conscience, est-ce vraiment un fil conducteur? En fait, comment tu définis la conscience pour nous aider à nous retrouver nous-mêmes, en fait. C'est ça. Moi, je cherche le moyen, au travers du yoga, de trouver ça. Il me semble que c'est peut-être ça que tu veux dire, enfin, je me trompe peut-être. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ta question, mais... c'est le rôle de la conscience, en fait. Oui, la conscience, voilà, on peut dire qu'il y a deux réalités qui sont véhiculées par le terme conscience. Il y a la conscience ordinaire, qui est la conscience de chacun d'entre nous tel que nous sommes quand nous considérons que nous sommes une entité séparée. Et cette conscience ordinaire, c'est le fleuve qui nous entraîne. Parce que la conscience ordinaire, je ne sais pas comment est ton prénom. Serge. Serge, François, Cyril, je ne sais plus vos prénoms, mesdames. Ces consciences ordinaires-là, même si elles pensent être uniques, elles sont identiques. Elles sont faites des mêmes conditions, depuis l'aube des temps. Et c'est ça qui nous entraîne. Mais le yoga en particulier, mais pas seulement, en Inde, c'est toute la culture de l'Inde, pose l'existence de la conscience, alors avec un C majuscule. Et cette conscience-là, elle est présente à chaque instant en nous, parce qu'autrement, nous ne pourrions pas dire que nous sommes. Nous ne pourrions pas dire que nous comprenons. Nous ne pourrions pas dire que nous ne comprenons pas. C'est-à-dire que quand une pensée s'élève au sein de notre esprit, il y a bien quelque chose qui est conscient de cette pensée. Quand je sens ma main bouger comme ça ou n'importe comment autrement, il y a bien quelque chose en moi qui est la nature de la conscience, qui perçoit cette main bouger, ce bras bouger, etc. Et la plupart du temps, si on demande à quelqu'un qu'est-ce qui perçoit ça, la personne va dire « moi ». Alors, moi, pourquoi pas? On peut dire moi, la première personne, comme disait Steve Jourdain, le moi fondamental, mais pas le moi limité qui croit être cette personne construite par son histoire, construite par ses mémoires, construite par ses goûts et ses dégoûts, etc., etc. Alors, donc, ce champ de conscience, parce que je vais l'utiliser plutôt comme ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement, sans doute, la réalité ultime, mais je dis sans doute, parce que pour en faire la démonstration, c'est pas possible. Pour le réaliser, c'est possible. La démonstration n'est pas possible, la réalisation est possible. La réalisation, c'est de devenir conscient que je suis conscience. La démonstration que tu es conscience, c'est pas possible. Ça ne peut être que découvert par soi ou moi, comme tu voulais. Et le témoignage, il faut toujours se méfier du témoignage. Quand quelqu'un vous dit « je suis éveillé », soyez sceptique. Parfois sceptique, mais profondément sceptique, parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir si quelqu'un est éveillé ou pas. Il y a juste une résonance qui vous touche. Laissez-vous guider par cette résonance. Mais cette résonance n'appartient pas à la personne. C'est quelque chose qui passe à travers elle, peut-être. Mais dès que quelqu'un affirme « je suis éveillé », moi je suis un peu méfiant. Très méfiant, tout à fait méfiant, complètement méfiant.
Donc tu dis quelque part que la conscience n'est plus sujet en fait. Que La conscience n'est plus sujet, objet. Ah, elle n'est pas séparée en sujet-objet. La conscience ordinaire, oui, on peut le dire comme ça. Ça, c'est un mur de briques, et moi, je suis un personnage qui est en train de toucher un mur de briques. Okay. Mais le champ de conscience est de ce point de vue-là comme l'espace dans cette pièce. L'espace dans cette pièce accueille le mur de briques, accueille le jug d'eau, accueille les paires de chaussures ou les pieds nus ou les pieds chaussés de chaussettes d'une manière totalement égale, sans sentiment de séparation. Alors que la conscience ordinaire sépare le mur de briques et tous les éléments de cette pièce comme étant distincts d'elle. Cette distinction, ça, c'est la conscience ordinaire. Et le champ de conscience, ou la conscience, pour la majusculer, ce qui est toujours une erreur, et comme l'espace, il englobe tout, et l'espace ici, à l'intérieur de cette pièce, n'est pas fondamentalement d'une autre nature que l'espace en dehors des murs de cette salle. De la même façon, la conscience qui est présente ici, ou là, ou là, ou là, semble être séparée par le fait qu'elle est enclose, on croit qu'elle est enclose dans une forme, mais elle n'a pas d'une nature différente, là, 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 là. C'est une seule et même réalité qu'il s'agit de rencontrer au plus intime de soi-même. Pour l'illustrer, je m'arrête là sur cette chose, quand on parle de ressenti, parce que j'ai connu des adeptes du yoga qui me disaient souvent que si tu ne sais pas décider pour quelque chose, écoute ton ressenti. Fais en fonction de ton ressenti. Alors dans ce ressenti, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fort Est-ce qu'il faut s'écouter comme ça? Alors, ça dépend qu'est-ce que la personne entend par ressenti. La sensibilité est aussi importante que l'intelligence. C'est une forme d'intelligence. Quand je dis intelligence, ça peut être mépris pour uniquement intellectuel. Non, l'intelligence, c'est de la nature de... Si quelqu'un n'est pas sensible à la beauté, à la couleur, au son, aux formes, au visage, cette personne est morte. Elle peut être très intelligente, elle est morte. Mais quand on dit « fie-toi à ton ressenti », on veut dire par là comment la personne psychologique réagit à quelque chose, ça n'a pas du tout la même signification. Cette personne peut être totalement insensible et sentir « je ressens de la haine vis-à-vis de cette personne » ou « je ressens « ah, elle est extraordinaire, elle doit être réveillée parce qu'elle me plaît ». Non, ça c'est pas le genre de ressenti auquel on doit se fier. Marche pas. Oui. La libération. Parler de libération, mais enfin, on fait cette espèce, comme tu dis, va et vient à chaque fois, conscience du fait qu'on soit sujet, du fait qu'on soit observateur. Qu'on soit objet aussi parfois. Et qu'on soit objet, on fait ce va et vient, mais quelque part la libération, je suis désolée si je choque, mais est-ce que c'est pas plutôt quand toute cette rivière s'arrête en fait ? Et qu'on se retrouve peut-être de l'autre côté de la rivière. On sort de la rivière. Voilà. On sort de la rivière. Tant que tu es dans la rivière, tu es prisonnier. La vie on va dire la vie maintenant, là, ici, et quand tout s'arrête en fait. C'est-à-dire quand l'objet n'existe plus et que là, il y a cette espèce de vacuité. Non. C'est quand la séparation du sujet et de l'objet n'existe plus. C'est pas que l'objet... L'objet, il a toute sa raison d'être. L'objet, c'est une... Regardez, c'est magnifique. En fait, quand on est mort. Non. Non. Si on ne voit pas la beauté de ce mur, c'est qu'on est mort. La libération, c'est de voir sans sentiment de séparation la beauté de ce mur. Je prends l'exemple du mur, mais ça pourrait être le visage de chacun d'entre vous, le corps de chacun d'entre vous, parce que toute forme est belle. Toute forme. Ce qui porte après jugement, c'est le conditionnement. Elle est trop grande, elle est trop petite, elle est trop grosse, elle est trop maigre,
Elle est trop comme si, elle est trop comme ça. Ou il. Hein. Je parle elle parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais voilà, ça c'est la tête, ça. C'est la pensée, c'est l'évaluation, c'est la comparaison. Alors là, en France, on est gâtés. Dès les premiers ans, on nous apprend à comparer, à juger, à évaluer, à être comparé, à être jugé. On est mal barré, comme on dit. Donc, il y a beaucoup de choses à défaire de ce point de vue-là. Ah, une grande, même. Pour ma part, je suis relativement étrangère à tout ce Bien, que vous avez dit. Je suis vraiment béotienne, hein, profane. Et je voudrais vous demander, vous, en tant qu'individu, qu'est-ce que tout ça, ça a changé dans votre vie, concrètement? Quel est le chemin que vous avez eu conscience de faire par rapport à cet ensemble de Il faut demander à mon épouse, elle vous dira mieux que moi qu'est-ce qu'on peut changer ou pas. Mais ce que je peux dire, moi en tout cas, j'ai plus envie d'aller en Inde. Pendant des années, c'était fondamental. J'ai accepté de co-conduire une formation avec Aurélie, mais je ne crois pas qu'on puisse former des gens à être professeurs de yoga fondamentalement. Je pense que ça ne se forme pas comme ça, l'enseignant de yoga. Les écoles de formation, c'est une absurdité. Et la fonction d'enseignant de yoga, c'est scandaleux. C'est un scandale. Ça n'a pas de raison d'être. Un des responsables de ça, c'est Krishnamacharya, le père de mon professeur. Parce que lui, il a eu la chance de vivre à une époque où les Maharajas avaient encore des moyens et pouvaient être des mécènes. Donc, il a eu une école de yoga dans le palais du Maharaja, il donnait ses cours, il n'avait pas à se soucier de questions financières. Et comme la plupart des yogis qui ont transmis, c'était souvent, non pas des brahmanes comme lui, mais des renonçants, ils n'avaient pas de problème à gagner leur vie en enseignant le yoga, parce que la société traditionnelle hindoue nourrit les mendiants errants, les mendiants qui sont à la recherche de l'absolu. Donc, la profession d'enseignant de yoga, ça a commencé avec lui quand le Maharaja a été privé de ses moyens, lui de son école, et il a fallu qu'il gagne sa vie parce qu'il avait 3 filles et 3 garçons, ou 2 filles et 4 garçons, je ne sais plus. Donc 3 garçons et 2 filles. Et du jour au lendemain, il a dû monnayer son enseignement. Et donc nous, moi évidemment, j'étais allé en Inde pas du tout pour devenir enseignant de yoga. J'étais allé en Inde pour savoir ce que c'était que le yoga avant tout. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas si con que ça, hein, d'enseigner le yoga. C'est une manière de rester en relation avec. Et d'autant que dès la 2e fois, Deshkachar m'avait dit, je vais vous donner des élèves, il faut que vous commencez à enseigner. J'ai dit, moi, enseigner, je ne peux pas, je sais rien. Si, il faut commencer, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est vrai que une formation d'enseignant de yoga, ça passe par une pratique personnelle, ça passe par une pratique éventuellement avec un professeur, même ça, c'est pas indispensable, et ça passe par le fait de transmettre à quelqu'un. Ça, c'est la meilleure formation. Mais on va faire des erreurs. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais je vais faire des erreurs. Il m'a dit, c'est normal. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est pas du tout la mentalité en cours ici, où on met règle sur règle sur règle pour protéger les gens, soi-disant des formateurs ou des écoles, parce qu'il pourrait y avoir ceci ou cela qui se passe. Mais bien sûr qu'il va se passer des choses. Oh, il va se passer des choses. Attention, il y a de la sous les chaussettes. Mais c'est pas grave, j'aurais pu mouiller. Et donc, cette manie. J'espère que ça va donner ton sol. Cette manie de vouloir protéger les gens d'eux-mêmes, ça c'est typiquement moderne. C'est pas comme ça qu'on forme un enseignant de yoga. Donc, tout ça, c'est voilà, pour te dire que tout ça, ça a changé en moi. Parce que j'y ai cru vraiment longtemps. Je pensais que c'était la voie à suivre. Enfin, maintenant, je me rends compte que c'est pas ça. Mais
je continue quand même. Parce que, voilà, il n'y a pas de raison que j'arrête en même temps. C'est pas ça. Il y a quelque chose qui me passionne là-dedans. Oui. C'est pas ça le yoga, justement, construire, déconstruire, construire, déconstruire. Oui, bien sûr, si on peut le dire comme ça. Non, mais... Et normalement, c'est... Oh non, mais... Non, mais pas le deuxième. Non. Celui qui fait une erreur doit la réparer. Sinon, mauvais karma. Je ne sais pas si je vais réparer grand-chose comme ça, mais en tout cas, j'aurais fait ma part. Ouais, mais il absorbe bien. Hein. Sur votre gauche, surtout, c'est en train de rejoindre le livre. C'est vrai. Ouais, le livre, je crois qu'il a... Il était arrosé. Il a nagé dans les stupidités de son propriétaire. C'est une expérience. Voilà, je ne vais pas mettre les pieds dessus parce que... Ah non, il y en a encore là. Bah, c'est la partie la plus intéressante, hein, je vous ferai remarquer. C'est filmé. Et c'est Tout le reste, c'était du blablabla, mais là, au moins, c'est concret. Le yoga, c'est la... Mais enfin, j'ai dû le fouetter beaucoup pour arriver à ça. Oui, ça c'est vrai. Tu t'attribues tous les mérites. Donc, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ma vie? Bon, ben, j'aurais pas fait ça il y a 30 ans. J'aurais laissé Cyril le faire. En disant, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pour ça que je vous ai demandé si les chaises en bois étaient confortables aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que moi je sois bien assis et vous mal. Même si ça vous maintient peut-être plus... Éveillé. Je sais pas. Mais bon, là c'est pas mon choix. Donc si on devait résumer, la libération, c'est ni la posture du pranayama, c'est la vision. Alors, il y a un chemin qui passe par la posture et le pranayama pour améliorer la vision. Bien sûr. C'est ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire que tu développes, enfin, à condition qu'il y ait un peu d'intelligence au départ. Parce qu'on peut s'en avec la posture et le pranayama et le yoga sutra, définitivement. Hein. Non, il n'est pas trop mouillé, ça va. Dans le sens où tu vois tes mécanismes quand même. En tant que personnage, tu vois quand tu forces, pourquoi tu forces. Tu vois quand tu lâches prise, pourquoi tu lâches prise, alors tu pourrais aller un peu plus loin. Tu vois que tu veux arriver à mieux faire que ce que tu faisais. Pourquoi tu veux mieux faire aujourd'hui que ce que tu faisais hier, et bien moins bien aujourd'hui que demain, enfin, comme, etc. Tu commences à voir tes mécanismes. Voir. Alors, tu vois, mais tu juges aussi. Donc, tant que tu vois et que tu juges, c'est pas ça. Dès que tu juges, c'est que tu vois pas. C'est que tu as vu, mais que la pensée est venue se greffer dessus, la mémoire. Donc, le jour où tu vois ça, eh ben, tu commences à voir sans juger. Et ainsi de suite. Donc, il y a un processus très lent. Très lent. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment il y a la faux qui va venir trancher la tête et dire stop. Donc, c'est un peu lent. C'est un peu lent. Ça va quand il n'y a pas encore le TGV, les avions de ligne. À l'époque de Patanjali, ça pouvait être lent. Parce que en pratiquant vraiment régulièrement, ben, on se maintient quand même en forme longtemps. C'était l'objectif des postures et du pranayama, vivre longtemps. Ayuhu, une longue durée de vie. Parce que comme ça, on a un peu plus de chances de sortir de la rivière. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement vraiment le cas. On ne sait pas. Demain, je rentre... non, après-demain, enfin, je ne sais plus quand. Le dimanche soir, je rentre à Nyons. On peut très bien se planter sur l'autoroute. Adieu, belles gens. Dans une autre vie, peut-être. Ça peut arriver n'importe quand. Donc, ça suffit pas. Il faut... Il faut se laisser habiter par un sentiment d'urgence quand même. Justement, le rôle de l'enseignant, d'enseignant, c'est peut-être justement d'offrir un espace où la personne peut expérimenter.
Oui, de ce point de vue-là, amener justement, et justement l'enseignant, lui, c'est ça qu'on lui a transmis aussi. Je suppose que Krishnamacharya, c'est aussi ce qu'il t'a transmis, de pouvoir ouvrir des espaces. j'ai pas travaillé avec Krishnamacharya, c'est-à-dire ou avec des ikashas. Enfin, voilà, c'est ça l'idée en fait. De faire un espace où la personne, parce que tout seul, c'est difficile. C'est bien d'être accompagné quand même. Je sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est rassurant d'être accompagné, mais c'est pas sûr que d'être rassuré, ça soit une aide. Ouais, je sais pas. C'est là où justement il faut distinguer entre un acharya, ce que son nom même indique, Krishnamacharya, Deshikacharya, qu'on a transformé en Deshikacharya, c'est-à-dire un guide qui fait suivre un bout de chemin parce qu'il l'a parcouru, et un gourou. Un gourou, c'est celui qui te fait cracher le goût qui est dans ta gorge, qui te fait faire pour faire c'est-à-dire c'est quelqu'un qui te prend par là et qui t'étouffe plutôt qu'il t'accompagne, et qui te resserre l'espace plutôt qu'il te l'ouvre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui te met en face de ce que tu es vraiment. Il y a une différence. Pour l'apprentissage des postures, l'apprentissage des techniques, acharya, c'est très bien. Mais s'il y a l'urgence à aller au plus profond, c'est plutôt un ralentissement. C'est pas un raccourci, si ce n'est une voie de garage, c'est en tout cas un long détour. Voilà. Donc là, c'est une des choses qui a changé en moi. Je ne vois plus l'acharya comme... enfin, je l'ai jamais vraiment vu comme ça. Non, parce que j'ai été quand même... j'ai eu le coup de poing de Krishnamurti bien avant de rencontrer Deshikacharya. Et ce coup de poing, il m'a fait le plus grand bien. Même si aujourd'hui, je pense que c'est un coup de poing qui est imparfait. Mais que tous les coups de poing sont imparfaits. Quand je dis coup de poing, je veux dire le fait de vous mettre face à face avec vous-même, c'est jamais parfait, c'est jamais... ça convient à certaines personnes et pas à d'autres, donc c'est compliqué. Non, on va pas peut-être en venir à là, mais si on parle de la méditation, c'est un autre sujet dans lequel on peut se nager à un moment, même si on a versé toute l'eau par terre. C'est peut-être ça aussi, la fin. Comment ? Dans la méditation, c'est peut-être ça la réalisation. Ah, ça y est, on est embarqué sur la méditation. Voguons. Alors, si la méditation n'est pas une technique, si la méditation n'est pas une pratique, si la méditation est le résultat de la vision, oui. Mais si on applique la méditation en pleine conscience, n'importe quelle forme de technique de méditation, toute technique utilisée... Alors, le mot technique est à bannir, en plus, du vocabulaire. Mais toute pratique qui est fondée sur un modèle de reproduction de quelque chose qui a été, à mon avis, porte en elle l'obstacle du disciple, c'est-à-dire de quelqu'un qui pense qu'en faisant quelque chose qui a été fait par d'autres, il va arriver à se libérer de ce fleuve qui l'emporte, alors que la libération est toujours un chemin unique et singulier que chacun doit découvrir par lui-même, même s'il emprunte, s'il essaye, s'il expérimente, s'il va chercher ici ou là. Ça peut être le yoga, ça peut être le soufisme, ça peut être le zen, ça peut être toute forme de méditation. Oui, en tant que chemin d'exploration, oui, mais pas comme... L'unique voie. Espèce de voie unique, oui, c'est ça. Pas comme quelque chose qui conduit nécessairement
là où c'est censé vous conduire. Parce que personne ne peut marcher dans les pas de l'autre. Les pas de chacun sont uniques et singuliers, comme chacun d'entre nous est un être singulier. Et de ce point de vue-là, même si nous sommes tous dans le même courant, nos histoires sont différentes et nos capacités sont différentes. Histoire et capacités sont différentes, et donc c'est avec notre histoire et nos capacités que nous devons cheminer, même si nous pouvons emprunter ici ou là, par moment, pendant un temps, telle ou telle voie. Et ça, c'est important de se laisser guider par son intuition, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ce qui résonne en nous à un moment donné. On sent que ça nous apporte quelque chose. Tant que ça nous apporte quelque chose, il faut y aller. Quand on commence à sentir que ça n'a plus de saveur, que c'est devenu routinier, alors il faut chercher ailleurs. Il faut chercher autrement. Ça veut dire que dans le chemin, quand même, il faut tenir compte, on est obligé de tenir compte du personnage. Oui. Ah oui. Oui, le personnage, il est de ce point de vue-là la seule réalité qu'on ait pour le moment. Même si on peut comprendre qu'il est l'obstacle, ce que le Yoga Sutra appelle Asmita Klesha, le sens du moi qui est source de souffrance, qui est cause de la souffrance, on peut prendre un exemple. Disons qu'il faut traverser la rivière. Pour traverser la rivière, on n'a pas d'autre choix que d'avoir une barque très lourde avec des très grosses rames qui sont bien difficiles à manœuvrer. Ça, c'est l'ego. C'est le personnage. Voilà. Mais néanmoins, c'est avec ça qu'on va traverser la rivière, au moins au début. Après, on va s'apercevoir qu'on n'a pas besoin de ça. Il suffit de se laisser porter par le courant, parce que le courant, il va nous amener progressivement vers la bonne berge. Peut-être, je ne sais pas. C'est une limite de mon image. Mais en tout cas, au début, on part avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Même si on a l'idée, oui, mais c'est ce qu'on est et ce qu'on a, c'est fictif, on est obligé de partir avec ça parce que c'est la seule réalité qu'on connaisse vraiment. Alors la méditation, qu'est-ce que c'est que la méditation? On commence à méditer quand on n'a plus du tout envie de méditer, qu'on n'a plus aucune croyance sur le fait que la méditation puisse aider de quelque manière que ce soit, donc on est sans intention. Ça arrive juste qu'à un moment donné on se pose, ou alors ça peut être une méditation dynamique, mais dès qu'il y a un mobile, et Dieu sait si les mobiles sont aptes à se cacher profondément en soi, on tourne le dos à la méditation. Donc c'est là encore quelque chose dont on ne peut que faire l'expérience au moment où on est prêt pour la faire, mais qu'on ne peut pas induire. Alors, c'est l'image que je donne, je crois, dans le film. Vouloir se libérer, quelle que soit la manière qu'on utilise, c'est comme quelqu'un qui voudrait, en saisissant les lacets de ses chaussures et en tirant dessus, se soulever du sol. C'est à peu près autant de sens. Parce que le personnage qui essaye de se libérer, c'est lui qui est la prison. Donc le personnage ne peut pas se libérer. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur la notion de grâce, d'intervention d'une force extérieure. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà adressé à cette force extérieure, mais ça fait sans doute un moment que vous attendez qu'elle intervienne, et puis pour l'instant, elle n'est toujours pas intervenue. Parce que ça s'appuie sur autre chose aussi. Ça s'appuie sur cette énergie à l'œuvre en chacun d'entre nous, qui doit se libérer et qui se libère si on lui laisse la place en quelque sorte. C'est en s'effaçant peut-être. Mais on ne peut pas s'effacer volontairement. Il n'y a pas de gomme que le personnage puisse utiliser pour s'effacer lui-même. Ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Fondamentalement, il nous reste à voir comment nous sommes constamment en train de reproduire les mêmes choses et d'être enfermés dans les mêmes schémas et de continuer à agir de la même façon même quand on pense ou on prétend avoir changé. Et là, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, cette clarté de vision opère.
d'être un peu égoïste quand on agit comme ça. Tout à fait égoïste et c'est tant mieux. L'altruisme, c'est un grand caca merde. C'est une idée, l'altruisme. On ne peut réellement sortir de l'ego qu'en reconnaissant qu'on est fondamentalement égoïste. Et que la personne la plus importante sur Terre, pour chacun d'entre vous, c'est vous. Dire le contraire, c'est de l'hypocrisie. C'est pas vrai. Mais en reconnaissant que la personne sur Terre la plus importante pour moi, c'est moi, ça m'invite à regarder comment je fonctionne. Et là, je commence à voir des choses qui ne me font pas plaisir. Et regardant les choses qui ne me font pas plaisir, si je les regarde, alors au début avec jugement, c'est pas plaisant, c'est pas agréable, c'est pas juste, c'est pas... Il arrive un moment où on peut le regarder, et c'est ça l'état méditatif, sans le juger. Et à ce moment-là, tout est possible. Parce que c'est pas moi qui agis à ce moment. Ça agit sur moi, à travers moi, mais c'est pas moi. En général, bon, le vrai, le meilleur, le seul gourou, c'est son compagnon, sa compagne. C'est le miroir. Ah oui, Ah, tu crois que tu es comme ça? Ben regarde comment tu es. Regarde. Ah. Alors si tu acceptes de regarder, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut changer. Mais il faut regarder. Il y a quand même quelque chose en nous qui nous pousse naturellement vers cette recherche, en fait. Je ne sais pas si tous les êtres humains sont poussés vers cette recherche de la même façon, en tout cas. Sûrement, il y a une... On dit que tout être humain cherche le bonheur, mais c'est un peu vague. Je pense que la souffrance a un grand rôle à jouer, en tout cas. La satisfaction, le sentiment d'incomplétude, le sentiment de manque. Tout ça sont des facteurs fondamentaux qui font que cette énergie se déploie. C'est certainement pas la recherche de la sécurité et du confort. Ça nous endort. Et pourtant, il y a en nous un grand désir de sécurité, un grand désir de confort. Donc c'est toujours paradoxal et contradictoire, l'être humain. Oui, c'est comme ça, on va à l'opposé, parce qu'on n'arrête pas justement de dire pourquoi il y a ça, pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a tout, pourquoi il y a... Ah ben ça, si tu veux savoir pourquoi il y a la guerre, tu regardes en toi et tu le vois tout de suite. La guerre, elle est pas... Elle est effrayante dehors, mais elle est déjà là. Si on ne voit pas les facteurs de conflit qui sont là, à l'intérieur de soi, on peut toujours condamner les Russes, les Ukrainiens, ou les Américains, ou les Coréens du Nord, les Coréens du Sud. Ça existe depuis l'aube des temps, les conflits. Mais les conflits, ils viennent à l'extérieur parce qu'ils sont déjà là à l'intérieur. C'est ça qu'il faut qu'on voit, chacun. Moi, j'avais une question sur cette voie justement de la libération, mon cher. Donc, tu as parlé de cette notion des accompagnants, donc c'est la charia qui était en fait cette lignée de Madras, etc. Puis après, tu as parlé du gourou, qui est quelqu'un qui va amener, en fait, peut-être aider vers la libération d'une manière plus violente, etc. Ça se rapproche un peu du tantrisme ou des choses comme ça. Non, c'est pas seulement dans le tantrisme. Un gourou est déstabilisant. Ouais. Si tu veux, tu peux pas sortir de la rivière en restant dedans. Tant que tu es convaincu que la vie a du sens, si tu réussis socialement, si tu as un compte en banque suffisant pour te sentir en sécurité, si tu as des rejetons qui te ressemblent de préférence, un peu mieux que toi, parce que quand même c'est plus glorifiant, etc., etc., tu vas rester dans ton truc. Donc quelqu'un qui arrive et qui te fait prendre conscience que tout ça c'est bien, mais que c'est pas ça, ça te déstabilise, non? Oui, oui.
Mais après, tu vois, la question que j'avais aussi, c'est, bon, par exemple, toi, dans ton cheminement, tu as eu cette lignée avec des Ikashar, et puis, bon, il y a eu Krishnamurti qui a été quelqu'un d'important, mais Krishnamurti, il a toujours été contre les gourous, donc je sais pas, on ne peut pas le qualifier de gourou. Donc, toi, est-ce que tu as eu un gourou? Et puis, deuxième question, après, c'est l'histoire du Sadhguru. Est-ce que pour toi, c'est ça aussi la recherche? Sadhguru, c'est le vrai gourou, notamment, hein, c'est celui qui agit vraiment. J'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis des Shikachars pour tout ce qu'il m'a enseigné. Mais j'ai encore plus de gratitude pour la déstabilisation que j'ai pu éprouver, la plus forte et la plus marquante pour moi, ça a été Krishnamurti. Mais je peux te donner une anecdote qui parle bien de mes limites aussi. À un moment, vous avez peut-être entendu parler, certains bien sûr, mais Gérard Blitz, cofondateur du Club Méditerranée et grand serviteur du yoga en quelque sorte et du zen, puisqu'il a été longtemps un appui pour Deshimaru et puis pour Krishnamurti aussi. Il a aidé à démêler les conflits entre l'éditeur de Krishnamurti et Krishnamurti. Il y avait des conflits de droits d'auteur, de façon de faire, enfin bref. Un jour, Gérard Blitz me dit tiens, tu sais, il y a une intensive de Siddha Yoga, alors on n'entend plus trop parler du Siddha Yoga, avec Swami Muktananda, qui donne le Shaktipat, la transmission de l'énergie. Si tu veux, je t'invite, c'était un des organisateurs, donc me voilà dans une chapelle désaffectée, au deuxième rang. Au premier rang, il y avait les très très importants, puis au deuxième rang, les un peu moins importants. Et puis derrière, il y avait une centaine de rangs de gens de moins en moins importants. Bon. Et on nous demande de ne pas nous retourner quand Muktananda, commençant par tout au fond, passe dans les rangs avec son plumeau de plume de pan et donne le Shaktipat, ou pour certains, mieux encore, les prend et souffle dans le nez de la personne son souffle par la bouche. Et donc, il n'y avait pas il n'y avait pas le... Il y avait déjà le sida, mais pas la Covid. Et donc, on entendait au deuxième rang des bruits de plus en plus bizarres, des cris, des mouvements. Et bon, moi, j'ai obéi jusqu'à un temps, puis à un moment, la curiosité l'emportant, je me suis retourné pour voir ce qui se passait. Et je voyais des gens partir dans tous les sens, faire des postures de yoga abracadabrantes. Je commençais à avoir une pétoche de plus en plus forte au fur et à mesure que ça se rapprochait du rang où j'étais. Et puis en même temps, je me disais, wow, s'ils ont vécu tout ça, moi, alors ça va être super, super fort. Et j'étais pas n'importe qui, j'étais un élève de Deshikachar, invité par Gérard Blitz. Il arrive. Bon, déjà, grande déception, il ne me souffle pas dans le nez, il a un petit coup de plumeau comme ça, je sens absolument rien. Sinon, frustration intense. Tiens, il termine. Devant, d'ailleurs, il n'y a presque personne qui a fait des... Ils étaient tous blindés, quoi, comme moi. Et puis, Muktananda s'assied et il commence à raconter l'histoire du Maharaja qui voulait savoir ce que c'est que le détachement. Et le Maharaja qui voulait savoir le détachement, manifestement, n'avait jamais compris de quoi il s'agissait. Donc, il voulait se détacher de ses serviteurs, de son ministre, de son palais... bon, en fin de compte, comme il n'arrivait toujours pas à sentir ce que c'est le détachement, il a décidé de créer le bûcher funéraire et de s'immoler par le feu en se disant si je me détache du corps, au moins je serai détaché. Et sa femme, qui était éveillée, elle lui dit stop, le corps ne t'appartient pas, à la rigueur il appartient à tes parents, mais il ne t'appartient pas, cherche ce qui t'appartient vraiment. Alors du coup le Maharaja il s'est arrêté et il se grattait l'oreille. Mais au moment où l'histoire était racontée en marathe, parce qu'il parlait marathe,
traduit en anglais par sa traductrice qui est devenue sa successeuse, je sais pas, successrice. Goromaï. Hein? Goromaï. Maï, voilà. Et par quelqu'un qui traduisait Gourmaillet en français. Donc j'avais le temps de, en pas le marat, mais au moins l'anglais et le français, de bien entendre l'histoire. Au moment où il a dit ça, c'est comme si mon être se déchirait du sommet du crâne jusqu'au ventre, et là, il y avait un noyau solide, et c'était, je le sentais, l'ego. C'était vraiment quelque chose de très puissant, qui m'a laissé dans un état second, on peut dire, pendant plusieurs jours à la suite. Voilà, donc j'étais très ébranlé, mais en même temps très émerveillé par ce qui se passait. Et puis la session s'est terminée, moi j'étais toujours sous le coup de ça, pendant tout le voyage de retour et tout. Mais au moment de quitter, j'ai salué Muktananda et intérieurement je lui ai dit, mais je ne serai jamais ton disciple. Voilà, ça c'est mon attitude. C'est ma limite aussi. Mais néanmoins, j'ai reconnu que c'était vraiment extraordinaire ce qui s'était passé pour moi à ce moment-là. Et alors après, quand même, par curiosité, je suis allé voir les gens qui avaient gigoté dans tous les sens. Et je leur ai dit, mais vous pratiquez le yoga depuis longtemps? Ah non, non, c'est la première fois, on n'a jamais vu, on ne comprend pas ce qui nous est arrivé, etc. Voilà. Donc c'était vraiment très fort cette histoire. Mais non, c'était pas possible. Alors ça, gourou, je reconnais que ça existe. Mais la relation gourou-disciple, non. Prosterner au pied de quelqu'un, non. Si je me... Alors ça c'est notre ami feu, Steve Jourdain, qui disait, si vous tenez tant à vous prosterner devant quelqu'un, prosternez-vous donc devant vous-même. Ça je suis en accord. Parce que s'il y a un miracle et s'il y a la possibilité d'une transformation, ça n'est qu'ici. Enfin ici, là, ici. Jamais quelqu'un d'autre. Ça lui est arrivé, tant mieux. Il est capable d'aider les autres à faire un bout de chemin dans cette direction, très bien. Mais ça passe avant tout par toi. Et par personne. Moi, j'ai juste une dernière question. Ah, c'est toi qui dis que c'est la dernière. Tiens. C'est quoi la dernière question? Sur le mur, parce que moi, le mur, je le trouve beau ce soir. Mais il y a un mois, je ne l'aurais pas vu beau. Pourquoi? Parce que j'étais dans les choux. Oui, ah oui. Mais c'est pas le mur qui t'a permis de sortir des choux. Non, mais ce que je veux dire, c'est... on est mort, mais il y a de l'espoir quand même. Qui est-ce qui a dit qu'on était mort? C'est moi qui ai dit ça? Ouais. Ah. Ah oui, t'as dit que c'est peut-être ta petite. Tu t'es senti visé quand j'ai dit qu'on était mort quand on se contentait de la vie comme ça? Non, ce que je veux dire, c'est que moi j'étais dans un état où j'essayais de me dire, il y a le coucher du soleil, si je le trouve pas beau, c'est que vraiment je suis dans un cas désespéré, je suis un cas désespéré. Et tu es un cas désespéré à ce moment-là, oui. Et à ce moment-là, j'étais un cas désespéré. Ouais. Et j'ai eu la lucidité, ce que j'appelle la lucidité, de me dire, si je le trouve, le fait de me dire je devrais trouver ce coucher du soleil beau, c'est peut-être aussi mon mental qui... Tout à fait. Qui me dit, je devrais coucher... Si tu es dans les choux, comme tu dis, ben, il faut vraiment manger le chou à pleines dents, rester avec, voir qu'est-ce qui est en train de se... Comment ça se... Et si tu continues à regarder, mais alors la difficulté, c'est que regarder ça sans porter de jugement, sans créer une séparation, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'il faut... Est-ce qu'il y a un entraînement pour ça? Et on peut s'y entraîner seulement quand on a vu l'importance. C'est d'abord voir l'importance de ça, et ensuite peut-être c'est possible d'en faire comme une forme de pratique, qui n'est pas sur le tapis, qui est tout le temps. Et c'est pas vraiment ce qu'on dit souvent dans le yoga et tout ça, plutôt ayez des pensées positives,
Si ça ne va pas, respirer. Oui, quand ça ne va pas, tu respires, mais tu respires mal. Hein. Tu n'es pas sauvé par la respiration, non. En général, si tu regardes, quand tu es dans les choux, tu as tout fait pour te mettre dans les choux. C'est-à-dire que tu as projeté quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Tu as des attentes qui n'ont aucune raison de se réaliser. Parce que même si la personne la plus importante dans l'univers, c'est moi, c'est pas pour autant que l'univers va m'offrir tout sur un plateau. Ça dépend pas de moi, en fait. Donc, une des valeurs aussi, mais ça, alors je le dis avec d'autant plus de conviction que je pourrais dire que c'est ça que je vais retirer du yoga, en tout cas postural et respiratoire, c'est que ça te donne, c'est d'ailleurs mot à mot ce qui est dit dans le Yoga Sutra, l'entraînement postural, c'est un entraînement pour ne pas être aussi vite et complètement détruit par les vicissitudes de l'existence. Ça te donne un axe, une stabilité intérieure que tu n'as pas si tu ne fais pas cet entraînement. Et la respiration te donne une subtilité et on pourrait dire presque ténacité, une continuité d'attention que tu n'as pas si tu n'as pas cet entraînement. Ce n'est pas le seul moyen pour y parvenir, mais ce sont des moyens très efficaces sur le long terme. Et en ce sens, c'est très très utile. C'est vraiment très nécessaire pour celui qui a le... Parce que ça demande beaucoup de... Comment dire, c'est un engagement, hein, c'est-à-dire que qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, c'est une pratique continuelle à reproduire, parce que ça agit, mais ça agit pour peu de temps. C'est-à-dire cette stabilité, elle dure un temps, mais elle est vite remise en question par tous les facteurs qui font qu'on est des êtres si fragiles en même temps. Mais ça permet de garder une sorte de stabilité artificielle, mais néanmoins très utile. Est-ce que ça peut mettre en mémoire aussi? Moi, je pratique tous les jours le yoga. C'est comme si je prenais une douche, en fait. J'ai besoin de... Tout à fait. C'est une hygiène de vie fondamentale. Mais ça me permet aussi d'établir des conditions aussi pour pouvoir avoir accès. C'est comme si j'ouvrais une autre porte vers quelque chose d'autre. Voilà. Je me donnais la possibilité d'ouvrir une porte vers quelque chose d'autre. Donc du coup, il n'y a plus cet objet, il y a vraiment le véhicule. Voilà. Là, très bien. C'est juste le début, en fait. Oui, je mais vois comme ça le yoga. La fin est dans le début. Hein. C'est clair. Le chemin et la libération, c'est la même chose. Enfin, il n'y a pas de décalage. Dès qu'on s'est engagé, ben, on peut plus faire marche arrière. Voilà. On peut faire des pauses. Petite pause. Ça suffit? Oui. Vous avez des questions? Merci à vous. Et merci encore de nous avoir accueillis. Merci à toi. Manger le chou. J'ai juste envie d'ajouter quelque chose. Manger le chou et renverser l'eau. On a amené des livres et des films. Donc les livres, c'est une traduction par François du Yoga Sutra. Une interprétation. Une interprétation. Il n'y a jamais de traduction du Yoga Sutra, c'est toujours une interprétation avec des poésies. Avec des poèmes. Et le film, c'est Le dévoilement de soi. C'est un film sur le parcours de François. Et le film et le livre ont été faits par l'IFIM, l'Institut français de yoga méditerranéen. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez consulter avant. Le film a été réalisé par le fils de Jocelyne, mon beau-fils. Grâce à lui, parce que sinon, je pense que les gens se feraient vraiment chier à écouter ce que... Mais là, il l'a bien mis en valeur. Et il y a un petit livret aussi avec qui accompagne le film. Et qui a été réécrit par Jocelyne. Parce qu'elle me dit que ton style est le mien, hein, est encouté.